Nous, on est déjà des propriétaires des terrains de l'alpage, des anciennes familles, c'est un individu. Et nous, on a décidé de construire, après les alpages nouveaux, aussi le refuge pour faire. On avait vu que l'Haute-Bois et les clients commençaient à arriver. Et maintenant, ça a bien bougé. Avant, les premiers temps, ça a été un peu plus difficile. Les gens ne connaissaient pas. Et maintenant, il y a une grande quantité de gens qui arrivent. Et nous, on est content comme ça. Mais bon, ça a passé beaucoup de temps. Il a passé presque 38 ans. Et on a toujours cherché d'améliorer les choses. Notre famille vient d'ici, de Valgrisanche. Le nom de famille, c'est Gerbel. On a l'arbre de famille qui commence du 1280 et on est pratiquement toujours resté ici. Même s'il y a des gens qui sont émigrés en bas, en haut, mais nous, le cœur de nous, c'est toujours ici. Et surtout ici, dans l'alpage de famille, voilà, en montagne. Moi, je suis resté 20 ans bûcheron. Je ferai entreprise de bûcheronnage et après, on a décidé de construire le refuge. Après, j'ai quitté le bûcheronnage et j'ai continué ici. Il est né quand on a refait les alpages, c'est ça, on a vu passer beaucoup de monde. Ici, c'était un endroit placé au milieu de l'Haute-Voie numéro 2, du Tour du Grand Paradis, du Tour des Glaciers, c'était un peu placé au milieu. Alors, on avait décidé de commencer cette nouvelle chose, expérience, mais pour le moment, ça a bien passé. Mais les premières années, c'est dur, ça a été un peu dur, il n'y avait pas assez de monde. Maintenant, il faut remercier les Français qui viennent parce qu'on ne travaille que sur les Français presque. On a construit le refuge avec des matériaux locaux pratiquement. La pierre, on a tout pris ici sur le coin et aussi le bois, parce qu'il fait presque tout en bois. Hein. Et le bois, vu que j'étais bûcheron, j'avais plus facilité de le repérer. Et c'est comme ça, on a cherché de faire le plus possible pour cacher le refuge dans un coin qui s'y identité avec le coin pâturage, avec les coins de montagne, et voilà. En patois, nous, l'épée, dans la langue, notre langue ancienne, on dit l'épée et ça signifie le coin des pierres. Les pierres, c'est les pierres. Nous, on ne met pas la R finale. Et alors, quand ils ont refait les catastres, en 1780, plus ou moins, ils ont changé beaucoup, francisé beaucoup de noms du patois au français, mais il a donné un autre résultat, l'épée, qui signifie une autre chose. En montagne, il y a toujours des pierres, mais cette vallée, je crois qu'il s'appelle déjà Valgrisanche, parce qu'en patois c'est Greuzen, c'est creuser, une vallée creusée. Val et Anche sont latins et creux, c'est creuser, le creux, le chaud. Alors, c'est déjà, toutes les vallées, ils ont une spécificité, ils donnent quelque chose lié à son terroir. Parce que le tourisme ne s'était pas encore bien développé à cette période-là. Il a commencé à cette période. Après, il a commencé. Maintenant, l'année passée, on avait déjà trop de monde et il faut en renvoyer. Parce que sur l'autre voie du Grand Paradis, pratiquement, en juillet, il y a trop de clients. Avant, il y avait moins de clients et tu pouvais, mais pas seulement nous, les autres refuges aussi. Il y a trop de monde qui tourne maintenant. Et c'est pas facile de faire le tour du Grand Paradis.
Il y a des racines que tu ne peux pas expliquer. Il y a des racines. Nous, on est enracinés ici. La montagne, ils sont tous plus gentils. La montagne, vraiment, il y a, comment on dit, de l'ambiance. Les gens, ils aiment l'ambiance. Il y en a très peu qui viennent comme ça. Mais l'ambiance, c'est exceptionnel, la montagne. Va tout bien, tout le monde est content. Il y a toujours des petites exceptions, mais c'est pas. Mais en général, les gens en montagne, ils sont plus disponibles. Voilà, ils sont tous plus contents. J'ai toujours pensé que les anciens noms en patois, c'était difficile à traduire leur vrai significat. Parce qu'après, on a été traduits en français, et après, beaucoup ont été traduits en latin déjà avant. Mais les vieux noms qui sont restés, j'ai toujours dit, mais ça veut dire quoi? Après, à force d'exercer ce type de voir, il y a des sites que je fais les rassemblants qui rassemblent un peu et on essaye de traduire tous ceux qui ne savent pas traduire, que les gens ne savent pas. Les gens ne savent même pas le nom de leur village, le significat du nom de leur village. Et c'est pas bien, hein. On perd notre culture. Hein. La langue, c'est presque perdu, le patois ou le franco-provençal, comme tu veux. Mais il est resté dans les toponymes, voilà. Il restera toujours dans les toponymes. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour me trouver parce qu'ils savent que je parle de toponymie et les gens, surtout les gens qui, dès que tu dépasses les 55-60 ans, tu commences à penser au toponyme, à ce qui veut dire le nom de famille, à tout ça. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Mais après, il y a beaucoup d'envie. Toujours en avant, il faut aller. Et regarder en arrière pour ne pas perdre tout ce qu'on a eu, tout ce qu'ils ont fait, nos anciens, pour nous. Parce que si la montagne est belle, c'est merci à eux qui ont toujours nettoyé, qui ont toujours fait. Et alors, il faut rendre hommage, comme on dit. Il ne faut pas perdre tout ça. Parce que maintenant, c'est facile. Aller en montagne, après retourner à la ville, c'est facile. Les promenades, c'est très joli. Mais si tu restes en montagne, il faut garder la montagne. Pour que les gens viennent. Si c'est désert, ils ne viennent plus en montagne. C'est une explication un peu comme ça, pas trop réelle. Mais en réalité, la montagne, il faut voir. Si un ruisseau il sort, il faut refaire les rues, il faut refaire le chou. Il faut toujours entretenir. Hein, il y a moins de gens à la montagne qui vivent à la montagne. Même les gens de la ville, quand ils viennent, sont contents parce qu'ils aiment ça, mais ils ont leur boulot là-bas, ils ne peuvent pas quitter, mais beaucoup. Je vois toujours, il y a beaucoup de gens qui, dès qu'ils sont à la retraite, ils veulent venir beaucoup plus souvent, même un mois ou deux, à la montagne, parce que c'est vrai que la montagne, c'est liberté. Les Vagresins. Il y en a toujours moins. Les vieux, ils s'en vont et les jeunes, ils sont presque tous partis. Une fois, il y avait des grandes familles. De ma mère, il était en 15. Et de mon père, en 11. Pour te dire, les grandes familles, déjà. Et maintenant, toujours moins. Nous, 3 ou 4, et après, maintenant, 1, 2. Toujours moins. Et qui remplacera les gens qui viennent, qui ont ces droits à montagne, qui viennent, il n'y a plus personne presque. Toujours moins. Après, peut-être, la chose va changer, les gens ils retourneront. C'est la vie moderne, normale qu'il y a aujourd'hui. Le caractère des montagnards, c'est un caractère dur, c'est un caractère qui ne donne pas trop de confiance. Après, quand tu commences à entrer dans leur système, ça va. Ils sont très, très ouverts aussi. Tout de suite, non. Après, mais c'est le caractère de tous les montagnards.
on fait la polente avec, on fait la polente à la main, on fait sur le gaz, sur le feu, à la main. Après, on a la tartiflette avec la fontaine, pas avec le fromage. Après, on fait de la ratatouille, et voilà, plus ou moins de la viande du Val d'Ost, voilà, comme ça. À midi. Le soir, c'est différent, on fait les pâtes, on fait la soupe, on fait aussi de la viande, et après du dessert, voilà, plus ou moins, une chose assez normale. Parce que ceux qui marchent, ils ne mangent pas trop. Quand ils arrivent, ouais, ils ont pas. Ils doivent se tenir léger, mais. En première chose, je fais la tartiflette, qui c'est un plat savoyard. Mais nous, on a fait une revisitation de ça parce que on met la fontina, qui c'est un des produits DOP de la Vallée d'Ost. Après, je donne une main à mon père à faire la polente, on fait la viande. C'est 2 menus différents parce qu'à midi, on fait des choses et le soir, c'est des choses différentes pour ceux qui restent ici à faire la demi-pension. La vie au refuge, c'est pas facile parce qu'ils sont 3 mois très durs parce que là, c'est tous les jours. C'est tous les jours et après, bon, maintenant, le début de la saison, c'est un peu plus facile parce qu'il y a moins de monde, non? Alors, tu te relaxes un peu. Mais après, quand même, quand on arrive depuis la moitié du mois de juillet, c'est plus difficile parce que tous les jours, peut-être qu'il y a 60 personnes le soir et 90 ou 100 personnes à midi. Alors là, c'est vraiment dur parce que c'est tous les jours, c'est continuel le boulot. Je suis toujours resté là parce que tous les étés, maintenant c'est depuis le 1988 qu'ils ont ouvert le refuge et voilà, j'ai toujours passé tous les étés ici. Et alors j'ai vu tout ce qu'on doit faire et voilà. Bon, une première chose, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup parce que bon, ils ont construit mon père et mon oncle, alors j'aimerais une fois qu'ils passent la relève à nous de continuer cette chose. Et en plus, quand même, c'est une habitude parce que je suis grandi ici, alors c'est une chose que je fais toutes les années. J'espère de continuer, voilà. Maintenant, on voit alentour, les jeunes, ils n'ont plus tellement envie de travailler dans la montagne, dans les alpages et tout ça. Alors je pense que c'est une richesse quand même continuer un boulot comme celui-là que nous faisons nous. J'espère avec ma cousine, avec mon frère ou ceux qui ont envie de continuer que voilà, cette chose, même pour notre père et mon oncle qui ont fait ça, de continuer pour eux. Ce serait important, oui. Mon père, c'est un personnage parce que lui, quand même, il a dédié sa vie au refuge. Et lui, j'ai compris que s'il ne monte pas... Bon, maintenant, ce sont des années lui, il a construit le refuge avec mon oncle. Alors, pour lui, c'est la vie. Et j'ai compris que si lui, il ne monte pas ici, il n'a plus rien. Parce que pour lui, monter au refuge en printemps, c'est la chose la plus importante du monde, je crois. Et pour lui, l'hiver, il ne sait pas quoi faire. Heureusement qu'il me donne une main à l'étable, alors il passe un peu le temps. Sinon, il a seulement envie de monter au refuge. Quand tu fais un boulot qui c'est déjà assez dur, si tu as quand même la famille, des personnes qui te connaissent, ça devient beaucoup moins dur, voilà. Et ça, c'est important, parce que après on se comprend plus vite et c'est tout plus facile. Moi, je suis passionné de la race des races, des batailles de rennes, et avec mon père,
On a une petite étable tout près d'Ost en hiver et on soigne nos vaches. On cherche de les soigner le mieux possible. Oui, c'est pas facile parce que c'est plus une passion qu'un travail. Alors, il faut avoir quelque chose à côté pour continuer cette passion. C'est difficile parce que si tu fais toutes les deux choses ensemble, quand même, ça te prend du temps parce que le matin, je me lève à 5 heures et le soir, je suis très fatigué. Voilà. Bon. C'est une vie pas facile. Heureusement qu'en été, je ne garde pas les vaches, je les laisse en copain en alpage. Comme ça, je m'occupe seulement du refuge et c'est plus facile pour moi. Ici, je m'occupe plutôt de la partie d'accueil des clients et de la salle à manger, donc aussi de la partie liée au lit, au nettoyage du matin. Et en général, je suis ici avec ma famille, donc mon père et ma mère. Et je tiens beaucoup au refuge car ils l'ont construit mon père et mon oncle. Et il a toujours resté à nous le refuge. Donc nous sommes les propriétaires. Et pour cette raison, on y tient beaucoup. Il y a beaucoup de refuges qui sont par exemple du CAF, du cas italien, et donc ils ne sont pas vraiment les propriétaires. Et nous, on est propriétaires depuis quand il est né le refuge, donc pour nous c'est aussi fierté envers nos parents. Et depuis la première année que je suis née en mars, en été j'étais déjà ici plus ou moins. Alors le refuge en général, je pense qu'il il accueille beaucoup les personnes parce que, comme je disais en avant, on est en famille. Donc, on y tient particulièrement aussi à faire un bon travail et avoir une bonne image du refuge. En général, le refuge, c'est un vrai refuge. Donc, il a maintenu le style alpin et aussi un peu rural. Donc, il est un peu resté un vrai refuge par rapport à maintenant qu'il y a beaucoup de refuges qui naissent. Donc, ils ont plus de services pour les clients. Et nous, on veut maintenir cette structure comme ça, donc d'un vrai refuge. Alors moi, pendant l'année, je suis une enseignante de l'école primaire. J'ai terminé l'année passée en juillet mes études. Et donc ici, l'école commence en septembre, finit au début de juin. Donc en été, je suis libre pour travailler au refuge. Et donc ce travail me permet aussi de faire les deux choses et de maintenir aussi le travail de la famille qui c'est important pour nous. Penso che molti bambini non abbiano il concetto di montagna e di rifugio, ma il rifugio lo vedono magari online, ma non vivono la loro esperienza in prima persona. E quindi io a scuola cerco di trasmettere questi valori ai bambini. E infatti il mio lavoro di tesi con la mia professoressa è stato quello di creare un libro, un cahier d'activité che aiuti i bambini a scoprire un po' la montagna e a conoscere un po' quello che è la realtà di un rifugio. Infatti in questa storia si incontrano due cani, il mio e quello della mia professoressa, e aiuta i bambini a vivere un'escursione virtuale, un'escursione fatta su un libro, vari passaggi che ci vogliono per arrivare a un rifugio, quindi quello che è la partenza, fare il proprio zaino, controllare il meteo, verificare i passaggi quindi della partenza, una cartina, capire dove vado. Poi c'è la salita, quindi il sentiero, quindi devo sapere la cartellonistica, devo rispettare la natura, devo rispettare gli animali, quello che c'è intorno. E poi arrivo in rifugio, quindi si parla appunto di come funziona la notte in rifugio, di cosa si mangia, di chi si trova, che cosa si fa la sera, perché molti bambini chiedono che cosa faccio la sera. Non ho la televisione, non prendo il telefono, quindi si parla dei giochi di società, quindi del fatto della convivialità, di stare insieme. E è un po' questo che ho cercato di trasmettere appunto col mio lavoro nell'università. E quello che fa la mia professoressa si chiamano i cahiers de tour.
con l'università ho voluto cercare un qualcosa che legasse, no? Quelli che sono i miei studi e quello che è la mia esperienza, e quindi portare la mia esperienza in montagna ai bambini della scuola, quindi utilizzando sia il francese come lingua veicolare, perché alla fine è una delle lingue che parliamo qui, dando comunque la possibilità ai bambini di usare la propria lingua, che alla fine è importante che tutti mantengano la propria lingua, e appunto conoscere quelle che sono le realtà della montagna. E in particolare in questo cahier abbiamo voluto parlare dei rifugi e di come si sale in rifugio, quali sono le caratteristiche di un rifugio, perché per noi magari è scontato che l'abbiamo vissuto, ma per altri bambini non lo è assolutamente. Anche perché all'interno di questo quaderno non si parla di montagna, si parla di educazione alla durabilità, ma si hanno anche accenni alla grammatica, si hanno accenni multilingui, quindi l'importanza delle varie lingue che abbiamo, che possono essere la lingua madre, la lingua che parla a casa, il patois, l'italiano, il francese, la lingua dei bambini, quindi le lingue dei bimbi che sono arrivati stranieri. Quindi valorizzarle un po' tutti, vedere le analogie e le differenze, metterli in rapporto e che ognuno si senti libero di parlare la propria lingua come meglio crede. L'obiettivo appunto dei cahiers de Tor, che sono 3, questo era il terzo numero, è quello di dare più pratica alle cose, quindi di far vivere delle esperienze, non lasciare solo la parte teorica, ma molta pratica e molta, appunto, mettersi in gioco e cercare di imparare facendo, in sostanza. E la tua motivazione è che hai anche a imparare, cioè io imparo per una cosa che è reale, in sostanza, no? Cose che riguardano noi e riguardano il nostro territorio. È un modo di imparare un po' diverso, magari non imparo quella cosa nel modo standard diretto, ma lo imparo attraverso appunto delle attività un po' più ricreative, e imparo lo stesso, anche di più, perché magari molti la danno per scontato, ma in montagna ci sono dei rischi, dei pericoli e bisogna esserne a conoscenza, e soprattutto bisogna anche rispettarla. Per questo motivo anche nel mio quaderno di attività si è parlato anche della parte di rispetto dell'ambiente, quindi dell'immondizia. Quando andiamo in montagna spesso ci capita di trovare dell'immondizia in giro, e quindi è bene anche trasmettere ai bambini il fatto di ok, cosa faccio adesso? Lo metto nel mio zaino, qualcuno prima di me l'ha lasciato, ma io non voglio far come lui, e quindi appena arrivo in rifugio, appena torno a casa, lo smisto e lo butto nell'immondizia. Si je peux dire quelque chose, c'est le fait d'aller en montagne, de rester en montagne, en contact avec la nature, parce que ça aide beaucoup et nous aide à grandir et aussi à être meilleur, je pense.